Bonjour et bienvenue, madame, monsieur, sur Chancela Tchela News, votre média d'actualité. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec l'équipe technique de Chancela Tchela News avec notre invité Luc Kataï Kabunangu. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est avec vous qu'on va décortiquer quelques sujets d'actualité qui font la une de notre pays, notamment la sortie du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque jusqu'ici? On va également parler de la sécurité avec les commissions qui seront mises sur pied afin d'aller enquêter à l'est du pays, mais aussi dans les rangs Katanga, afin de trouver des solutions en ce qui concerne la sécurité dans ces contrées-là du pays. On va en parler. Vous aimez bien parler de la gouvernance. On va voir comment essayer de décortiquer la gouvernance du président de la République. Vous, en tant que membre de l'UDPS, vous nous parlez de l'UDPS Etienne Tshisekedi avec l'actuel UDPS dirigé par Jean-Marc Kabunda Kabound. On va essayer de voir finalement quelle différence en ce qui concerne l'idéologie, mais aussi la vie pratique de l'UDPS. Est-ce que au départ, c'était ce que nous vivons aujourd'hui en termes de poursuite des combats? On va en parler avec vous et on va achever avec quelques sujets d'actualité. Monsieur Luc Kataï, vous êtes membre de l'UDPS. Vous avez passé une bonne partie de votre vie en Afrique du Sud. Vous pouvez nous en parler par rapport à l'évolution de l'UDPS en Afrique du Sud? Merci beaucoup, madame Chancel, et merci pour l'invitation à votre émission. Ma vie en Afrique du Sud et mon expérience avec l'UDPS, j'ai commencé avec le parti au Katanga à Lubumbashi. C'est là que je suis né et c'est là que j'ai rencontré l'UDPS avec sa vision, son idéologie. Bien entendu, à ce moment-là, le leadership était tenu par Etienne Tshisekedi, Frédéric Kibasa-Maliba, on avait le professeur Liaou et M. Mbouakiem. Nous avons commencé et aussitôt je suis parti pour raison d'études en Afrique du Sud où j'ai évolué, où j'ai fait mes études, où j'ai commencé ma carrière professionnelle en même temps que j'étais toujours impliqué dans les activités politiques. J'ai fait partie de la toute première fédération UDPS Afrique du Sud. C'est nous qui l'avions initié et nous avions fait partie du tout premier comité. Et j'ai évolué dans la représentation de l'UDPS Afrique du Sud où la différence entre les deux était premièrement la fédération, c'était pour la mobilisation et la communication de l'idéologie aux membres qui se retrouvaient en dehors du pays. Et la représentation avait plus la responsabilité diplomatique du parti. C'est au niveau de la représentation que les contacts étaient pris avec les différents groupements politiques de l'Afrique du Sud, avec même les hommes d'affaires sud-africains qui étaient intéressés au Zaïre à ce moment-là, la République démocratique du Congo aujourd'hui, et qui voulaient comprendre un peu la dynamique politique du pays et de quelle manière elle pouvait faciliter leur implantation dans notre pays. Nous avons eu la chance de côtoyer Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, tout ça dans le contexte de la diplomatie de l'UDPS jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, vous avez parlé également que vous avez fait partie de l'ANC. Comment vous êtes arrivé à faire partie d'un parti politique qui n'est pas de votre pays? Vous savez que l'ANC, c'est un parti qui a évolué partout au monde, avec des membres partout au monde. Il y a de ces memberships, je voulais dire, qu'ils ont accordé aussi aux étrangers. L'ancien président, le docteur Kenneth Kaunda de la Zambie, était aussi, par exemple, membre de l'ANC. Tout ça, c'était pour avoir suffisamment de soutien de qui pouvait au mouvement de l'ANC et à la lutte de l'Afrique du Sud. Il y a autant d'Africains qui ont été et qui sont toujours membres de l'ANC.
Et pour notre compte, ça nous facilitait l'interaction avec le leadership de l'ANC dans l'avantage de la démarche diplomatique de l'UDPS. Voilà, avantageux pour l'UDPS. Peut-être c'est le cas avec l'UDPS Kinshasa ou l'UDPS Congo tout court. Quelle différence vous faites? Parce que vous venez de parler du Zaïre, c'est que vous avez quand même vécu il y a longtemps, Zaïre, et aujourd'hui nous avons les Congo. Quelle différence vous faites entre l'UDPS Kibasa Maliba, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Liaou et autres, avec l'UDPS actuel dirigé par Jean-Marc Kabunda? Dans le temps, la concentration était beaucoup plus sur la lutte contre la dictature mobusienne. Les efforts étaient engagés plus dans la libération. La conscientisation était différente. C'était celle de il faut vaincre la peur, il faut vaincre les antivaleurs et nous devons renverser le système pour aller de la dictature vers une nouvelle ère qu'on voulait instaurer. Les pères de la démocratie, moi je les appelle les pères de la démocratie congolaise, qui sont les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS, d'où même la dénomination de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'était un investissement beaucoup plus pour ramener la démocratie dans le pays et œuvrer pour le progrès social qui est à la une aujourd'hui. L'UDPS actuelle est dans une autre ère où, particulièrement au moment présent, nous sommes beaucoup plus dans la gouvernance. Donc nous partons de la lutte, d'un parti de lutte qui cherchait à renverser, où les membres étaient beaucoup plus combattants. C'est comme ça que on a eu même cette dénomination de combattants, au niveau où nous avons maintenant besoin des cadres expérimentés, compétents, technocrates, avec tout ce dont vous avez besoin pour gérer le pays. Où notre challenge actuel, c'est celui de la gouvernance. Voilà, on va justement parler de la gouvernance. Après la question qui va venir maintenant là, vous parlez des cadres, vous élaborez un tas de choses qui n'est pas du tout mal. On aimerait savoir, les publics et moi, nous sommes curieux de savoir les 37 ans, entre parenthèses, de lutte dans l'opposition, accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC comme président. C'est le couronnement de ces combats ou c'est la continuité de ces combats? Écoutez, le combat en soi, il est celui d'établir la démocratie dans le pays et d'assurer une gouvernance qui puisse faciliter ou sécuriser le social de la population. L'accession à la magistrature suprême est, je dirais, un processus. Parce que vous aviez vu déjà de quelle manière nous sommes arrivés aux élections et nous sommes arrivés au résultat de ces élections. Et finalement, vous voyez comment est-ce que nous nous battons pour arriver à produire ces résultats pour notre population. Il a fallu immédiatement, après l'accession au sommet de l'État du président Félix-Antoine Tshisekedi, commencer à travailler pour la consolidation de ce pouvoir qui puisse nous permettre éventuellement à gouverner, à gérer le pays de façon à répondre aux besoins de la population. Donc nous sommes dans un processus continu où si vous pensez que nous sommes finalement arrivés, vous allez rater des parties assez importantes qui fera que on commence à grogner comme on entend de plus en plus la grogne qui s'élève, mais qui omet un peu de la continuité et de la progression de la lutte de l'UDPS jusqu'à ce jour. Et la lutte de l'UDPS, parlons cette fois de la gouvernance. Le président de la République est arrivé au pouvoir, pas de majorité parlementaire.
Selon la Constitution, il a préféré faire la coalition, ou il a accepté faire la coalition avec les FCC qui, dans les temps, possédaient la majorité. Avant d'entrer, en tout cas en profondeur, si le président est allé accepter de travailler avec un gouvernement de 65 ministères, donc pratiquement 45 ou 40 revenaient au FCC, ce n'est pas par manque de personnes compétentes, des cadres, des têtes bien faites ou des technocrates, comme vous venez de dire là, au sein de l'UDPS? Non, 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 c'est pas ça. La répartition des postes ministériels, elle dépend plus d'une prérogative constitutionnelle. Dans le cas où nous avons choisi d'y aller en coalition, la Constitution impose qu'il y ait cette cohabitation dans le gouvernement. Bon, j'utilise le terme cohabitation, mais c'était la coalition qui a imposé à ce que le gouvernement soit constitué des membres de différents regroupements qui se sont regroupés en tant que CACH et FCC. Ça, c'est une prérogative constitutionnelle. De là, c'est dans ces groupes-là et la proposition des candidats ministres, là où nous devrions nous assurer que nous avons, selon les postes qu'il faut, que nous avions les compétences nécessaires, les compétences requises. Et c'est là que nous avons la technocratie, c'est là que nous avons pour des postes politique, nous avons besoin aussi des bons politiciens. Nous avons besoin de toute une combinaison dans l'équipe. Comme j'aime parler toujours de ma philosophie de léopard, vous avez des individus qui constituent un ensemble et qui doivent individuellement et collectivement produire des résultats. C'est là que nous devons nous rassurer que les technocrates sont à la place qu'il faut, les politiciens sont à la place qu'il faut. Nous avons la jeunesse qui devrait aussi intervenir. Pas que la jeunesse intervient particulièrement, mais dans le cadre constitutionnel de la représentativité et du besoin de performance aussi, je pense que nous devrions avoir la jeunesse, nous devrions avoir la parité homme-femme, nous devrions tenir compte de tous ces éléments-là. Mais dans la grande vision, comme c'est le cas toujours avec les léopards, d'arriver et d'œuvrer et de fournir des efforts pour des résultats probants. On vous donnera l'occasion d'expliciter ce que vous appelez théorie des léopards, un peu à la longueur de cette interview. Monsieur Kataï, aujourd'hui, l'échec lamentable de 2 ans, les gens de l'UDPS qualifient du blocage du côté du FCC, c'est-à-dire que bon voilà, on a échoué parce qu'on était en coalition avec les FCC. Je note les ministres de la Santé, je note le ministre de l'Intérieur, les vice-ministres de la Défense qui sont directement issus de l'UDPS, pour ne citer que ceux-là. Ils ont travaillé pendant cette coalition. Je ne vous donne pas l'occasion de faire des comparaisons entre les cadres et membres de l'UDPS, mais simplement, on aimerait savoir, est-ce qu'au regard de ce qu'ils ont fait, au regard de leurs résultats sur le terrain, au terme de différentes analyses, est-ce qu'ils méritent d'être reconduits? Je ne dis pas que vous êtes juge, mais quand même une analyse naturelle de la situation. Bon, vous venez de parler d'échecs lamentables. Vous venez d'attribuer cela à l'UDPS. Je ne pense pas qu'à l'UDPS qu'on ait reconnu que nous avons un résultat négatif pendant les 2 premières années de la gouvernance de la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Je ne pense pas du tout. Je venais de vous dire que en prenant même l'image léopard, vous avez toute l'équipe. Les membres de l'UDPS ont fait partie de l'ensemble où vous avez à avoir des résultats de contribution de chaque individu. Vous avez chaque ministre, comme vous les avez cités, qui ont leur rôle à jouer dans l'ensemble, dans l'équipe, mais qui travaillent en connivence avec d'autres ministres. Il y a eu des couacs par-ci, par-là. Nous avions entendu finalement le président de la République sortir pour lamenter cela et nous amener finalement à une solution.
qu'il a proposé à la nation et qui a été accepté par la nation congolaise dans sa majorité, moi je dirais, qui est celle de la création d'une union sacrée qui est basée sur une vision concentrée sur la population et que nous résumons en peuple d'abord. Je ne vais pas fuir la question des résultats des ministres UDPS. J'explique pour y revenir encore. Okay. Dans cet ensemble, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il y avait des contraintes qu'il y a eu et des contraintes aussi du travail en équipe ensemble. Vous prenez par exemple le domaine de la santé, il peut y avoir des programmes, le ministre peut initier certains projets, mais bon, cela passe par le gouvernement d'abord qui n'est pas ici géré par Félix-Antoine Tshisekedi, mais qui est géré par le Premier ministre, le professeur Ilunga Ilunkamba. Il ne faut jamais oublier cela. Le chef du gouvernement n'a jamais été Félix-Antoine Tshisekedi et ne le sera jamais. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est la personne qui est supposée répondre en premier de la performance du gouvernement. Et quand on retourne la situation, on amène le président dans les responsabilités qui ne sont pas les siennes et auxquelles il ne sait pas répondre. Dans cet ensemble, il appartient au Premier ministre de veiller à ce que, individuellement et collectivement, l'équipe soit performante. Et quand cela n'arrive pas et il y a des couacs, le président de la République, qui, en dernier ressort, est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, il a essayé de jouer et de s'assurer à ce que, en fait, toutes les institutions, et particulièrement le gouvernement ici, travaillent dans le sens de répondre aux besoins de la population. Quand nous évoluons et nous expérimentons peut-être des lourdeurs et tout ça, là, nous ne dirons pas que éventuellement, quand nous voulons améliorer le système de gestion et nous prenons une décision, nous allons dire que ce qui s'est passé pendant les 2 ans, alors que là où nous sommes aujourd'hui, fait partie aussi de ces 2 ans et fait partie d'une solution pour améliorer ce qui s'est passé pendant les 2 ans ou une année avant, parce qu'il faut attribuer aussi à ce gouvernement et il faut le coter et l'évaluer sur le temps qu'il a passé. Le gouvernement a été en fonction pendant plus ou moins 15 mois, parce que c'était de septembre jusqu'à décembre, quand le président a pris finalement la mesure de suspendre les conseils de ministres et de se mettre de consulter la grande partie des acteurs congolais pour éventuellement proposer la solution qu'il a proposée. Moi, je pense que c'est dans le processus, il ne faut pas séparer cela. Et je pense que quand la difficulté, pour ne pas dire le mal, a été tellement profonde, est-ce que, bon, on refait la maison, on détruit, on recommence par les fondations, et dans l'entretemps, est-ce qu'on dort à l'extérieur? Est-ce qu'on accepte ce sacrifice-là? Ou bien comment est-ce qu'on s'y prend? Moi, je pense que ce parcours n'est pas tout à fait négatif si on sait apprendre des faiblesses, des erreurs du passé et qu'on veuille corriger et qu'on se rende compte que nous avons besoin d'une meilleure gouvernance et que la meilleure gouvernance passe par une coalition harmonieuse, suffisamment harmonieuse, qui vous permette éventuellement de venir avec un programme qui réponde aux besoins de la population. Je pense que vous êtes au courant aussi que des lignes principales que le chef de l'État a données après sa consultation, qui touchent à tout l'aspect pratiquement de la vie des Congolais, de la sécurité, de la santé, de l'enseignement, de l'infrastructure, eau, électricité, que tout cela est en train d'être rassemblé maintenant dans un programme sur lequel le nouveau Premier ministre est en train de travailler
qui sera présenté au Parlement et si approuvé par le Parlement, alors le gouvernement pourra se mettre en marche. Mais dans l'entretemps, pendant que vous faites votre évaluation et vous restez sur le gouvernement et vous prenez peut-être les points de vue d'une certaine couche de la population qui peut impliquer aussi l'opposition à l'UDPS, vous avez d'autres institutions de l'État qui sont supposées aussi évaluer le gouvernement, si pas au-delà même contrôler le gouvernement, dont le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais suivi le Parlement en son entièreté se prononcer sur la performance de ce gouvernement. Nous n'avons jamais entendu, suite à un contrôle du Parlement, sortir avec la classification que vous aviez donnée tout à l'heure d'échec total. Mais par contre, nous reconnaissons, raison pour laquelle nous nous sommes lancés sur la voie de l'union sacrée, qu'il y a beaucoup de choses à corriger, à améliorer pour le meilleur et pour une meilleure gestion de ce pays. Voilà, des réponses, voilà, vous comprenez les explications de notre invité. Le peuple d'abord est un slogan, est une idéologie. Oui ou non, vous allez achever avec cette question, comme vous voulez parler de la gouvernance. Bon, le président de la République n'a pas réussi lui-même, il a dit ça, il n'a pas réussi à tout contrôler pendant la coalition parce que c'était un peu du 50-50, du 45-55. Aujourd'hui, l'Union sacrée lui donne l'opportunité de pouvoir imprimer sa gouvernance. Je vous ramène encore, ce n'est pas le président de la République qui gouverne. Nous avons l'institution, le gouvernement, qui gouverne ce pays. Le président de la République, il collabore avec le gouvernement, mais la responsabilité première de gouverner revient et une petite au parenthèse, les programmes du gouvernement qui est défendu à l'Assemblée nationale et voté et parti comme ça, là, c'est la vision du président de la République ou tout simplement des membres du gouvernement? À ce stade, ce n'est pas la vision unique du président de la République. C'est une vision qui a été initiée par le président de la République en tant que le leader de la nation. Et il a, comme j'ai dit tout à l'heure, il a consulté, mais ce programme, éventuellement, qui découle de cette vision, passera par le Parlement pour être adopté au nom de la population congolaise. Le peuple, d'abord, comme vous dites, c'est une idéologie en elle-même. C'est très, très bien trouvé parce que ça fait aussi un slogan qui est facile à retenir par tout le monde. Dans mes termes propres, je l'explique en disant que ça sera une gouvernance pour le bien-être de tous les Congolais, faire du Congo un meilleur Congo pour le bien-être de tous les Congolais. C'est ça le peuple d'abord. C'est ça le peuple d'abord. On vous donne alors l'occasion de nous expliquer ce que vous appelez théorie des léopards. Voilà, la théorie de léopard, je pense qu'elle intervient à deux niveaux. Nous sommes venus avec cette théorie quand il y a eu maintenant des tractations au niveau de la composition de la nouvelle équipe du gouvernement central. Quand vous avez les léopards football, vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect de la composition de l'équipe, la sélection, et vous avez l'aspect de la performance de l'équipe. Le premier aspect qui est celui de la sélection, de la composition de l'équipe, vous avez bien évidemment ici la responsabilité managériale du leadership. Le leadership, il voit là où il veut aller, et il sait qu'il a des ressources à sa disposition. Il doit s'assurer à ce qu'il amène les ressources qu'il faille dans son équipe pour réaliser les résultats probants. Et vous avez en même temps
toute la nation congolaise qui observe et qui attend ces résultats-là, parce que ces résultats les impliquent d'une façon ou d'une autre dans le sport, parce que c'est l'image du pays. Et quand les Léopards gagnent, c'est la joie de tout le pays et tout. Et en même temps que le football peut être utilisé aussi dans le secteur économique. Nous avons vu le football qui devient du business de plus en plus. Donc c'est très important de nous rassurer que nous avons une bonne équipe qui puisse nous ramener toutes les retombées possibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui de la performance. Vous voulez avoir une équipe qui puisse vous amener les résultats que vous voulez, et c'est à partir de ces résultats-là que vous pourrez aussi, au-delà du football, au niveau du pays, attirer des touristes et venir avec vos programmes et vos projets qui puissent vous aider à capitaliser sur ces résultats-là. Dans le cas de toute la population ici, quand nous sommes au niveau de la composition de l'équipe, nous avons aussi des critères, dont le critère de représentativité. Pour prendre un exemple spécifique, que nous pouvons imager aussi avec la composition du gouvernement. Dans le gouvernement central, nous avons aussi la responsabilité constitutionnelle de la représentativité. Qu'est-ce que nous entendons par là? Nous entendons, dans le contexte de la coalition aujourd'hui, la classe politique qui doit participer. Donc nous avons ce que nous appelons maintenant le poids politique qui intervient. Mais la représentativité n'est pas limitée seulement à la politique et au poids politique. Nous avons la représentativité paritaire qui implique la parité homme-femme, qui est aussi constitutionnelle. Mais nous avons au-delà, dans le contexte actuel, et le président qui a voulu ramener toutes les parties prenantes de la société congolaise dans l'union sacrée, dont vous avez la société civile qui prendra part. Donc il y a une représentativité là-bas qui est aussi requise. Vous avez la jeunesse à cause de différents facteurs qui devraient aussi participer. Donc, qui devrait participer, parce qu'on ne peut pas, quand on parle de la représentativité, on ne peut pas avoir qu'un gouvernement qui est rempli des personnes d'un certain âge monté et oublier la jeunesse. Elle a sa contribution à apporter dans la gestion de ce pays, elle a sa contribution à apporter dans la vie de ce pays. D'où la jeunesse qui doit participer. Ah oui, je dis devrait, c'est peut-être la meilleure. Non. C'est peut-être la meilleure façon pour moi de le présenter, pour ne pas faire une imposition, mais donner une considération assez importante, que la jeunesse devrait faire partie de ce gouvernement. D'ailleurs, nous militons sérieusement pour que la place de la jeunesse dans ce gouvernement soit assez importante. Pourquoi pas avoir 30 à 40% des ministres qui soient jeunes, qui répondent aux critères de poids politique, qui répondent aux critères de parité, mais qui soient aussi jeunes. Une petite précision, jeunes par rapport à l'âge ou état d'esprit ou... C'est une combinaison de tout cela. L'âge est impliqué là-dedans, parce qu'il ne faut pas que vous ayez tous des jeunes, mais des jeunes assez matures, mais vous n'avez pas des compétences pourtant avérées qui sont dans la vingtaine révolue. Si nous avons de telles compétences dans notre pays, pourquoi les ignorer? Parce qu'il y a toujours un plus qu'ils peuvent apporter dans la gouvernance et dans la gestion du pays. Considérons aussi que le pays, la République démocratique du Congo, est majoritairement jeune. Donc c'est vraiment une balance à bien équilibrer pour constituer une équipe qui puisse vraiment nous aider à répondre à tous les défis que rencontre le pays. Voilà, théorie des léopards. Comment arriver à dénicher les compétents, les capables et des bonnes qualités dans la foulée
sachant qu'au Congo, en étant député, on désire à tout prix être ministre et laisser à sa place peut-être sa femme ou sa fille. Comment les présidents vont procéder? Parce que déjà, au regard des informations qui circulent, la répartition... Bon, je pense que si nous pointons du doigt les députés et nous disons qu'étant député, on veut absolument être ministre, je pense que ce n'est pas nécessairement correct. Je pense qu'il y a des députés qui aimeraient entrer dans ce gouvernement pour différentes raisons. Mais moi, je ne leur jetterai pas la pierre parce que ce sont des politiques et en politique, les ambitions sont permises. Tout le monde qui est dans la politique, ou dois-je dire, peut-être me corriger, en politique, la plupart des gens ont des aspirations et des ambitions. Pour certains, ces aspirations-là, c'est aussi entrer et participer au gouvernement. Là n'est pas le problème. Le problème de sélection et de participation, c'est là que moi j'aimerais intervenir et j'interviens, d'où je viens avec ma théorie de Léopard, c'est celle de faciliter éventuellement la composition d'une meilleure équipe possible et qui puisse nous apporter des résultats probants dans la gestion de notre pays. Ça ne revient pas qu'aux politiciens eux-mêmes, mais ça revient à toute la classe sociale congolaise. Je prends un exemple dans la représentativité. Quand vous suivez, vous avez de plus en plus des groupes des originaires qui partent des groupes linguistiques, qui vont dans les provinces et finalement, nous ne savons pas jusqu'où nous arrêter, tribus ou clans, nous ne savons pas, mais qui réclament la participation dans l'équipe gouvernementale. Donc là, il y a la société congolaise qui participe aussi et qui lève sa main et qui donne ses critères et qui lève sa voix pour pousser pour ses candidats. Là où je vois la beauté de la théorie des léopards, de la philosophie des léopards, c'est que nous ne voyons pas cela avec les léopards. Dans les léopards, nous reconnaissons tous qu'ils doivent être représentatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent être ouverts à tous les talents et à toutes les compétences congolaises représentatives de toute la nation. Ce que nous rejetons là-bas, c'est une discrimination. Donc, quand on est rejeté de façon discriminatoire, c'est là que ça pose problème et c'est là que moi je comprendrai les ressortissants de tel coin ou de telles origines qui se lèvent et qui disent mais il y a discrimination ici parce que le gardien là, le meilleur, est-ce que c'est parce qu'il appartient à cette tribu, à ce clan qui n'est pas sélectionné, alors que nous tous nous pouvons voir que c'est le meilleur dans le pays. Vous voyez, c'est là que j'aimerais amener mes compatriotes à regarder beaucoup plus la façon dont nous regardons l'équipe nationale congolaise, que nous voulons réussir et que peut-être nous puissions appliquer la même philosophie que nous exigeons à cette équipe, à la constitution, à la composition et à la performance de notre gouvernement. Avant de parler des urgences ou des problèmes à régler de la publication de ces gouvernements-là par ces ministres, essayons de voir l'aspect blocage où Kabouya essaye d'expliquer récemment que non, les présidents n'ont pas signé l'ordonnance parce que la représentativité des femmes n'a pas été faite lors de la présentation des listes par les acteurs politiques. Et je crois il y a 2 jours, il a encore dit que les présidents, il ne va pas signer l'ordonnance parce que les avis ne se conforment pas jusque-là. Il n'y a que les gens qui veulent de postes. Il est allé plus loin pour dire que l'UNC, le MLC ne sont pas encore satisfaits du quota que le président leur a donné ou les gouvernements à travers Sama Lukonde leur a donné. Jean-Marc Kabunda qui a réuni hier 300 députés autour d'une table, les députés Union Sacrée notamment. Il a promis que le gouvernement sera publié, mais il passe de 47 membres à 55. Pourquoi l'UDPS ou les régimes actuels n'assument pas le fait d'être à la tête de tout ce qui se passe là?
Je ne sais pas pourquoi vous dites que l'UDPS n'assume pas. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la présidence de la République, institution président de la République, c'est le président qui donne la vision. Le président vient de l'UDPS, il s'assume et il donne la direction. Et il a répété plusieurs fois qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République et il veille sur ça. Nous avançons, nous sommes au niveau maintenant de cette institution qui est le gouvernement, parce que les autres institutions sont déjà fonctionnelles. Le gouvernement, je viens de vous dire, il est dirigé par un Premier ministre. C'est lui qui est le chef du gouvernement. Le président de la République s'est suffisamment assumé en se rassurant qu'il puisse nous choisir le meilleur Premier ministre possible. Même si, dans le contexte actuel, la responsabilité ne lui revient pas à lui tout seul, il doit consulter, il doit négocier et éventuellement nous tirer le meilleur Premier ministre possible. Il l'a fait. Et ça a pris du temps parce qu'il y a toutes les composantes qui participent. On ne doit pas ignorer cela. Et on ne doit pas foncer comme pour casser les tables ou mettre le feu. Quand vous avez vos enfants qui veulent avoir, je venais de vous donner l'exemple de la maison ici, qui veulent avoir un bon toit au-dessus de la tête, le père, il connaît le besoin. Et il s'y prend de façon responsable pour donner les meilleurs résultats possibles. Nous n'allons pas brûler, mettre le feu partout, parce qu'on crie par-ci, par-là, mais nous allons nous rassurer que les choses sont faites convenablement pour arriver éventuellement, ou pour arriver certainement à ce gouvernement que nous demande la population, et que ce gouvernement puisse travailler pour cette population, et c'est ce qu'elle attend d'elle. Donc nous sommes au niveau maintenant de discussion en coalition. Nous faisons face à certaines difficultés. Il faut les reconnaître parce que nous regroupons différents partis. Nous devons essayer de satisfaire autant que possible, et nous savons aussi que autant que possible seront déçus. L'UDPS s'assume dans cette coalition. L'UDPS a 32 députés. Mais nous arrivons quand même à imprégner notre marque et à avoir quand même notre vision adoptée par l'ensemble de l'Union sacrée. Et nous évoluons ensemble avec cette union sacrée, sans pour autant imposer, mais par conviction. Nous arrivons à convaincre nos partenaires coalisés avec nous pour aller dans la bonne direction. Moi, je pense que nous assumons, nous faisons ce qu'il faut faire, et ce que nous ne cessons de vous promettre, c'est que nous aurions la meilleure équipe possible. Vous auriez ou nous aurions, nous peuple congolais, on va en tout cas on va voir comment ça va se passer et on y reviendra dans des prochaines analyses. On continue à parler de l'UDPS, on continue à parler de l'union sacrée. Pourquoi est-ce qu'il faudrait passer par 47 pour des 47 à 55 ministères, pendant que quand le président a consulté au mois de décembre, il avait confirmé qu'il y aura réduction du format du gouvernement. Et là, quand même, au départ, 47, on peut respirer avec 47, essayer de diminuer pour diminuer également les trains de vie de ces institutions-là ou de ces ministères-là. Aujourd'hui, passer les 55, ce n'est pas finalement céder à la pression des gens qui veulent à tout prix être ministre. Bon, écoutez, l'essentiel, si le président a émis un avis qui n'était pas une décision définitive, c'était un avis. Ce qui a été adopté comme principe, c'est la réduction du train de vie de l'exécutif central. Ça, c'est ce qui a été retenu par l'Union sacrée elle-même, et toute la population congolaise dans sa majorité approuve de cela.
Maintenant, je vous ai parlé des contraintes. Nous n'avons pas tous les détails et toutes les données. Nous ne savons pas à ce stade quel ministère a été combiné, lequel est tombé et lesquels sont là. Nous ne pouvons pas assumer que l'augmentation des postes ministériels n'est que sujet des contraintes d'ambition qui forcent à ce qu'on puisse agrandir l'équipe. N'ayant pas toutes les données à ce stade, même quand le président de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound, a parlé de l'augmentation de 47 à 55, il n'a pas donné toutes les raisons. Moi, je pense qu'il nous faudra attendre, voir l'équipe définitive. Nous savons qu'il y a des contraintes. Peut-être que certaines peuvent ne pas être justifiées et qu'elles peuvent être issues que des ambitions de certains regroupements ou de certains acteurs politiques, mais cela se gère aussi d'une certaine façon et je pense que dans la gestion de ces ambitions-là, je pense que d'abord les individus eux-mêmes sont suffisamment responsables, je pense que tous les acteurs sont suffisamment responsables et je pense que les décideurs sont suffisamment responsables et qu'ils nous donneront le résultat, vraiment le résultat probant. Les résultats probants, Union Sacrée, vous ne pensez pas qu'au regard de toutes ces disputes au sein de la classe politique, vouloir à tout prix être nommé pour finalement boucler cet aspect de la formation du gouvernement, ceux-là qui ne vont pas s'y retrouver, ils ne vont pas s'y retirer s'ils sont des députés. Ils ne vont pas quitter encore cette nouvelle majorité autour de l'Union Sacrée pour aller ailleurs. Et tout ça, finalement, l'Union Sacrée ne sera pas fragilisée. Dispute et retrait parce que les gens sont déçus, ça devient des spéculations. Nous n'avons pas jusque-là suivi des disputes. En tout cas, du moins le groupe parlementaire de l'Union Sacrée, il se retrouve, il discute et il en sort avec des résolutions. Il y a une task force qui est aussi au travail. Nous n'avons pas assisté aux disputes. Nous avons entendu, certes, certaines personnes sortir dans les médias et donner leur point de vue. Reste à savoir si les points de vue qu'ils donnent sont les points de vue de leur famille politique, de leur regroupement politique, ou ce sont des opinions que les gens dans un contexte démocratique expriment aussi. Nous ne devons pas retirer cette parole aux gens parce que des fois ils émettent des idées qui peuvent éclairer la lanterne. Mais parler de disputes, moi, je n'ai pas encore expérimenté cela. L'avenir de l'Union Sacrée, moi, je pense que c'est une grosse spéculation. Et je pense que... Donc pour vous, l'Union Sacrée va continuer à exister, même si certains aigris ne seront pas satisfaits, ils vont passer à côté de la plaque pour vous, ils seront toujours là. Vous êtes rassurés apparemment. Mais vous ne pensez pas que déjà en venant dans l'Union Sacrée, les gens savaient qu'ils pouvaient ne pas se retrouver au gouvernement. Le gouvernement, même si nous émettions 200 personnes, nous avons combien de Congolais pour faire les 200 personnes? Tout le monde ne peut pas se retrouver au gouvernement et tout le monde le sait. Il ne faut pas confondre le jeu politique, la lutte politique, l'expression des ambitions politiques et quelquefois peut-être certains chantages qui entrent dans le cadre de ce jeu politique, les tenir vraiment comme de réalité que les choses se feront exactement de cette façon-là. Moi, je crois fermement dans l'Union Sacrée, dans l'avenir de l'Union Sacrée, et peut-être que, à votre surprise, les gens pourront demander de continuer avec l'Union Sacrée au-delà des prochaines élections. Même si je tiens à rappeler que la récente fois ou la dernière fois où il y a eu réunion à l'Union Sacrée, à part celle qui a eu lieu hier autour des Jean-Marc, c'était encore autour d'élus, mais c'était 389 députés qui avaient pris part à cette réunion et hier c'était simplement 302 députés.
Je pense que vous aimez beaucoup la spéculation. Non, mais ce sont les statistiques que Jean-Marc lui-même a précisé à Jeune Afrique que c'était 302 députés. Oui, mais si vous allez dans l'Assemblée nationale elle-même, quand elle fonctionne, si vous allez au Sénat, c'est pas chaque jour que vous aurez tous les membres, tous les parlementaires qui assisteront toujours à toutes les séances. Moi, je ne pense pas que nous devons en faire cas, surtout qu'en communiquant qu'il y avait 302 présents, le président de l'UDPS n'a pas dit que les autres qui sont là sont frustrés et ils ne veulent pas venir et que peut-être qu'ils se sont retirés de l'Union sacrée. Il leur a promis également qu'en dépit de postes ministériels, il y aura les discussions qui seront ouvertes après la publication du gouvernement dans le sens de la composition, cette fois-là, des entreprises publiques. Qui seront qui au sein de... Écoutez, il faut faire la part des choses. Nous avons d'une part la coalition qui constitue la majorité parlementaire et qui facilite la composition du gouvernement et justement la gestion. Mais il y a des responsabilités qui reviennent éventuellement, après tout, au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est investi de ce pouvoir. Il y a des responsabilités qui reviennent au président de la République. Donc il faut faire la part des choses. Nous ne pouvons pas, je vous ai dit tout à l'heure, refuser aux gens d'exprimer leurs ambitions, leurs désirs et de vouloir se retrouver encore dans des postes de gestion, des postes managériels et tout. Mais nous devons savoir que la responsabilité revient à certaines institutions, reviendra à certains responsables de pouvoir veiller à ce que le portefeuille de l'État, du point de vue des entreprises, soit aussi constitué en considérant le contexte politique actuel, des dirigeants qui soient en mesure de bien gérer toutes ces entités et pour la plupart d'entre elles de les gérer du niveau où elles se retrouvent aujourd'hui pour les améliorer et arriver à améliorer leur rendement. Donc nous ne pouvons pas juste nous en tenir à ce qu'il a dit et le prendre au mot parce qu'il n'a pas eu le temps de parler de tout ça. Je pense personnellement que si vous invitez le président de l'UDPS dans votre émission ici et qu'il puisse parler que de cette situation, il vous donnera suffisamment de détails où vous aurez plus de points que juste celui de dire aux parlementaires ou aux députés que certains d'entre eux pourront se retrouver mandataires dans certaines entreprises. Ça ne se limite pas à ça. Et bon, vous vous rendez compte vous-même, vous savez que ce n'est pas la responsabilité du président de l'UDPS de nommer les mandataires des entreprises de l'État. Ça, ce sont des idées, ce sont des discussions, mais cela suivra aussi son parcours normal. Voilà, avant d'aller chuter, parlons cette fois de l'insécurité à l'est du pays. Le président, quand il est arrivé, avant même d'arriver au pouvoir, pendant la campagne électorale, il avait promis au peuple du Rang Kivu qu'il allait habiter là-bas une fois élu afin de lutter, lui, personnellement, contre l'insécurité à l'est du pays. Je vous tiens au courant d'une délégation des différentes couches des populations de l'Est qui séjournent à Kinshasa dans l'objectif de rencontrer les chefs de l'État et de répartir avec lui afin d'aller concrétiser sa promesse. On ne parle pas de ça, c'est juste un petit rappel. Avant-hier, l'Assemblée nationale, à travers les discussions entre les députés nationaux, ont opté finalement pour la mise en place de 2 commissions qui vont devoir descendre sur terrain à l'est du pays, mais aussi dans les grands Katanga, Lubumbashi en ce qui concerne les bas Katanga, afin de s'acquérir de la situation et de revenir proposer des pistes et des solutions à ceux qui vont devoir s'imprégner pour finalement mettre fin à cette situation.
Le président Mbosso, quand il a pris la parole, il a précisé que les originaires des provinces d'insécurité ne prendront pas part dans ces commissions-là qui seront rapidement mises sur pied. Ouais. Finalement, il faut espérer qu'il y a des issues, des sorties pour cette situation qui a autant duré, peut-être que je n'étais pas encore né à l'est du pays, avec l'arrivée de l'actuel président. Vous savez, comme vous venez de le dire en chutant, la situation de l'Est de notre pays est très préoccupante, ce qui a même amené le président de la République à dire qu'il allait s'installer à l'Est du pays pour voir de près et arriver à pacifier cette partie du pays. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la détermination du président de la République, c'est de rétablir la paix à l'Est de notre pays et d'assurer l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est ça l'essentiel, et ça, c'est ça l'objectif, et c'est sa responsabilité. Bien évidemment, il travaille en collaboration avec le gouvernement pour réaliser cela, mais le gouvernement ne pourra pas opposer, ni le Parlement ne pourra pas opposer le président de la République face à un objectif comme celui-là. Maintenant, comment s'y prendre? On peut venir avec un programme et des stratégies pour éventuellement gagner la guerre. Et pendant qu'on s'y met, on se rend compte qu'il faut changer de tactique. C'est tout à fait, je dirais, moi, raisonnable. Et moi, j'encouragerais que l'on puisse évaluer en évoluant et qu'on puisse changer de tact. Et aujourd'hui, nous avons même des commissions parlementaires qui vont descendre sur terrain. Aujourd'hui, nous avons la population qui, elle aussi, a sa voix, elle élève sa voix, elle est entendue, elle est suivie. Et voilà, il y a des originaires qui sont dans le pays, qui sont reçus, qui sont écoutés, qui sont entendus et qui vont... et le président va éventuellement venir avec une décision. Mais l'essentiel est que moi, j'espère qu'avant la fin de ce premier mandat, nous verrons l'Est qui sera... De ce premier, il y aura un deuxième. De ce premier mandat, qui sera... que l'Est sera pacifié. Un deuxième mandat, l'ambition de tout regroupement politique, c'est celui d'arriver au pouvoir, donc de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. En tant que membre de l'UDPS, ça me surprend que vous soyez étonné que je dise après le premier mandat du président de la République. Ça, même en Belgique a déclaré devant les médias internationaux, voire même nos compatriotes congolais, que c'est tellement épuisant qu'ils ne pouvaient pas faire de mandat. Alors là, vous montrez la soif de... Ça, vous lui prêtez des intentions. Il a dit qu'il ne pourra pas désirer aller au-delà de 2 mandats. Et qui sont d'ailleurs les mandats qui sont constitutionnels. De toutes les façons, s'il décide, parce que ça, il revient au président de la République d'apprécier en tant qu'individu. S'il dit, après mon premier mandat ici, j'arrête, je ne continue pas, bon, il va revenir à sa famille politique et il va nous demander de trouver un autre candidat. Mais pour le moment, nous, sa famille politique, avec tous nos alliés, nous trouvons que c'est le meilleur candidat pour nous, pour le moment et pour le deuxième mandat. Et nous allons œuvrer, nous œuvrons déjà pour cela. Je voulais terminer en disant, ça, c'est au niveau de la personne du président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais au niveau de l'UDPS, nous allons œuvrer pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Comme ça a été le cas dans l'opposition, même si c'était involontaire. Si nous rêvons à ce que Jésus vienne nous trouver au pouvoir en République démocratique du Congo, il ne faut pas nous refuser cela. C'est une ambition légitime et je vous garantis que toutes les autres formations politiques rêvent à cela. Et il faudra à ce moment-là que nous puissions nous battre sur l'échiquier politique pour que le souverain primaire puisse nous confier encore cette responsabilité afin que nous puissions continuer. Voilà pourquoi nous ne cessons de nous tirer les cheveux et de travailler d'arrache-pied pour répondre aux besoins de la population afin que celle-ci soit satisfaite
et trouve en nous l'organisation qui puisse continuer. Et là, je vous assure, je parle avec beaucoup de certitude que c'est fort possible que Jésus nous trouve en train de gouverner ce pays. Ah bon, si et seulement si la population s'est retrouvée dans le peuple d'abord, qui avait le travail, qui avait la nourriture, qui avait, bon, dans tous les cas, nous voyons quand même les initiatives qui sont bonnes, les intentions qui sont bonnes, même si du point de vue pratique, c'est un peu, voilà. Et pour aller chuter... Ouais. Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Mouzito proposent des réformes électorales en ce qui concerne les élections générales de 2023. Ils sont par contre contre les recensements avant les élections. J'ai posé la question moi-même à Martin Fayoulou. Ouais. Il a dit que c'est un échappatoire. Le président de la République veut tout simplement fuir derrière les recensements. Sinon, il allait déjà délimiter les délais de ces recensements afin qu'à la suite du recensement, il y ait élection. Vous êtes plutôt pour l'organisation du recensement et l'identification de la population afin d'octroyer finalement à cette population-là une carte d'identité avant les élections, ou vous êtes d'avis d'aller seulement aux élections, pas des cartes d'identité? Bon, d'abord, je pense qu'il faut faire la part des choses entre constituer une base de données nationale et l'organisation du recensement et l'organisation des élections. Je m'excuse. C'est une confusion que d'essayer d'embarquer toute la population et dire il ne faut pas le recensement et l'identification avant, il faut après. Je pense que c'est une confusion qui est très irresponsable à mon avis. Si on ne comprend pas le bien fondé de la base de données citoyennes, on pourra tenir des propos comme celui-là. La sécurité du pays, l'économie du pays, dépendent de l'identification et de la création d'une base de données citoyenne. Pas seulement citoyenne, mais nationale. Et de tous ceux-là qui entrent dans le pays et qui sortent du pays, nous devons être en mesure de les identifier. Bien évidemment, nous devons sécuriser aussi nos frontières. Quand nous en venons maintenant à l'organisation des élections, nous voulons des bonnes élections, des élections crédibles, des élections où, quand nous vous disons que nous voulons rester jusqu'au retour de Jésus, nous voulons que ça soit après des élections crédibles, où il n'y a pas de dispute après ces élections-là, où les résultats seront clairs et nets pour tout le monde. Ça, c'est à notre avantage, c'est à l'avantage de tout le monde aussi. Donc, je ne vois pas d'où vient le mal et où on fait cette confusion et on veut s'aimer la confusion dans la tête de la population. Non, il faut vraiment nettoyer cela. Il faut clarifier au niveau de la population. L'identification doit se faire avant, après ou sans les élections. Ça, nous devons réaliser. Il en va de la souveraineté, de la sécurité et même du développement économique de cette République. Il en va de la bonne gouvernance de cette République. Nous avons parlé du désordre, je prends un exemple pour vous faire comprendre, du désordre et de la gestion de la circulation routière. Quand on ne sait pas identifier qui est le coupable qui cause ce tort sur la route, il y a un sérieux problème. Et quand nous avons les embouteillages tels que nous les avons et nous perdons autant d'heures avant d'arriver au travail et au retour, avec des implications, des stress quand on arrive au lieu de travail, la perte du point de vue économique peut être quantifiée. Il faut peut-être demander à l'Institut des statistiques de nous produire, de nous quantifier un peu la perte du point de vue des dollars de ces embouteillages que nous rencontrons chaque jour à Kinshasa. Et là, vous verrez comment est-ce que cette base de données citoyenne, cette identification cause autant de tort à la République. Parce que maintenant, on ne sait pas identifier qui est celui-là qui doit être sanctionné
parce qu'il nous fait perdre tant d'argent au pays. Nous ne savons pas identifier qui est cette personne qui, peut-être par erreur, mais a causé un crime parce qu'elle voulait jouer au petit malin avec son immatriculation bâchée ou pas d'immatriculation et prendre la voie en sens contraire et a créé des accidents dont l'irréparable est arrivé pour certaines familles. Si vous voyez les conséquences de nos enfants, que le président prenne cette responsabilité-là, mais nous ne savons pas combien d'enfants nous avons, combien d'enfants nous devons amener à l'école, combien d'écoles nous devons construire, combien d'enseignants nous devons former et combien ça va nous coûter de payer à ce grand nombre d'enseignants. Mais nous devons passer par là pour planifier. Nous devons passer par là. Sans planification, nous allons naviguer à vue et à tout moment. Et ça part de cette base de données nationale. Ça, c'est une des priorités. Le président de la République, dès son entrée en fonction, a parlé de ça. Il a compris ces choses. Autant que nous parlons de la pacification de l'Est, parmi les priorités pour remettre ce pays en marche, il faut constituer la base de données nationale, l'identification des citoyens congolais et même des étrangers qui entrent et qui sortent et ceux-là qui décident de s'établir dans le pays. Nous devons avoir cela. Nous devons faire nos statistiques sur base de cette base de données, d'où le recensement, pour être en mesure finalement de bien planifier et de venir avec des programmes qui répondent aux besoins de notre population. Voilà, la sécurité en dépend, l'identification, les recensements, c'est fondamental, en tout cas pour notre pays. Que ça se fasse comme notre invité l'a dit, avant ou après, ce qui est important, ce que ça doit se faire pour connaître qui est qui finalement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. On vous donne l'occasion de nous dire votre dernier message à notre public, mais aussi à nous, hein, toute l'équipe des Chancela Tchela News. À l'équipe de Chancela, je commence par là. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateforme. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci. Et je vous encourage de continuer ainsi. J'espère revenir encore, j'espère que vous m'inviterez encore avec de revenir et de partager avec vos auditeurs, avec vos téléspectateurs sur la vie de notre nation, de notre pays. On vous remercie aussi d'être passé. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais en ce qui concerne le pays, je pense que le pays connaît beaucoup de problèmes et beaucoup de défis. Je pense que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement de la nation, il s'investit à s'assurer que la gouvernance de ce pays soit améliorée pour éventuellement commencer à répondre aux défis que nous rencontrons. Parmi les axes prioritaires, je reviens sur ce point parce que nous avons terminé par là. Nous devons éviter d'entrer dans la confusion politicienne. La constitution de la base de données nationale, elle est fondamentale. Elle est capitale. Nous ne pouvons pas faire un pas vers la résolution et les solutions face aux défis que nous avons sans que nous puissions avoir cette base de données nationale. Sinon, nous serons en train de naviguer à vue et ça sera très, très difficile d'apporter des résultats probants. La sécurité de notre pays, elle est aussi capitale. Elle est fondamentale, l'intégrité de notre territoire. La coalition est en marche, elle fonctionne. Moi, j'aimerais encourager que nous ne puissions pas attendre pour être agressifs avec nos principes de bonne gouvernance. C'est la gouvernance qui nous a amenés à l'union sacrée. L'union sacrée, c'est pour la gouvernance, ce n'est pas pour le gouvernement. Il y avait déjà un gouvernement avant l'union sacrée, mais c'est à cause de la gouvernance que l'on a décidé de changer de cap
et de créer l'union sacrée de la nation pour changer les choses afin que nous puissions gérer le pays de façon à satisfaire notre population. Allons-y avec les principes de bonne gouvernance, qui sont des principes de transparence, de redevabilité. Les responsables doivent savoir qu'ils sont redevables devant toute la nation congolaise. Ils doivent répondre. Nous devons travailler avec les lois. Nous avons toujours parlé de l'état de droit. La bonne gouvernance passe par là. Tout le monde doit obéir aux lois. Tout le monde doit se rassurer que les lois sont respectées. Mais nous devons aussi, avec les représentants de la population, nous assurer que nous avons des bonnes lois. Ça, c'est la responsabilité de notre Parlement. Nous devons nous rassurer que nous travaillons avec les normes internationales pour nous assurer que nous travaillons, que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la bonne gouvernance. Il y a autant de pieds de gouvernance sur lesquels nous pouvons nous attarder, mais je viens de donner quelques-uns, mais ceux-là ne seront pas pour nous affaiblir, surtout quand on rentre dans le contexte politique, mais cela, croyez-moi, va renforcer notre façon de faire et va améliorer notre façon de faire et va nous amener vers des résultats probants. Voilà, merci pour ces messages aussi pointus, lancés à toutes les couches de la population congolaise. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Chancela Tchala News. Merci à Desi Bakoulou qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette session d'actualité. Retrouvez-moi dans un tout prochain numéro. Madame, Monsieur, à très bientôt.